Bonjour, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinar. On est très très heureux de vous accueillir ce matin pour ce nouvel opus dédié aux marques qui s'engagent sur les sujets de société. Bienvenue à tout le monde. On va laisser un peu de temps se dérouler pour que les retardataires se connectent. En attendant, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, un webinar, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement notre marque déposée de webinaire, hein, c'est-à-dire un moment de partage hein, où on décrypte en tant qu'agence de communication un sujet de société, une tendance qui anime les départements de communication. C'est pour ça que ce sujet nous semblait tout à fait d'actualité, malheureusement, si j'ose dire, puisque voilà, que ce soit des sujets de société, des crises, hein, des sujets tabous, des sujets sensibles, les marques aujourd'hui doivent se positionner de plus en plus sur des engagements qui comptent pour leurs parties prenantes et on va y revenir. Néanmoins, le fait de savoir bien se positionner est une question vaste, une question assez complexe, puisque la frontière finalement entre la légitimité et l'opportunisme est parfois un petit peu ténue. Alors, je vois de plus en plus de gens qui se connectent, ça fait plaisir. On va du coup dérouler la suite de la soutenance pour pas perdre trop de temps. C'est un format qui va durer à peu près 45 minutes. Alors pareil, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un format que l'on veut ouvert. Hein. Historiquement, d'ailleurs, on le faisait plutôt en présentiel à l'agence, où les gens voilà, se rencontraient autour d'un petit déjeuner. On partageait ce genre de contenu en présentiel, ce qui ouvrait le débat. Donc là, malheureusement, la crise sanitaire, une crise de plus, a forcé ce format à se déployer davantage en ligne. Mais ce n'est pas grave, il y a un chat qui existe et vous avez vos claviers. Donc n'hésitez pas à nous poser directement des questions au sein de ce chat et dans la mesure du possible, on essaiera d'y répondre si vous en avez. Face à vous aujourd'hui, une partie de l'équipe planning dont je suis un des co-directeurs, donc Géraud Tsarid, et également Cédric, Anthony et Claire. On a tous contribué, bien entendu, à l'élaboration de cette présentation. Alors, très rapidement, pareil, le temps que les gens se connectent. Alors, l'idée, c'est pas de vous parler de nous hein, du tout aujourd'hui. Je me permets juste de vous faire cette petite introduction sur le groupe Watt pour une raison toute simple, c'est pour vous expliquer pourquoi on s'estime légitime à prendre la parole sur ce genre de sujet. En fait, le groupe Watt, aujourd'hui, c'est 3 marques. L'agence Watt, l'agence Social Republic, qui est plutôt spécialiste des questions social media et du community management, et l'agence All Content, qui est un pure player du contenu. Et ces 3 marques ensemble font un groupe de communication indépendant de 220 personnes, qui est aujourd'hui une des plus grosses agences parisiennes, finalement, indépendantes sur les problématiques de communication corporate et de communication RH. Donc, on couvre vraiment l'ensemble du scope, hein, de la com de marque corpo et de com marque employeur. Donc ça peut passer par de la com interne, par de la campagne, par de la com financière et toutes ces activités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on accompagne de très nombreux clients sur leurs problématiques de prise de parole sur des sujets de société. Alors, sujet de société, ce qu'on a appelé sujet de société, finalement, c'est large. Hein. Vous avez par exemple des campagnes, comme on peut faire pour Centre Hubertine Auclair, sur des sujets extrêmement tabous, extrêmement sensibles. On a mené pour leur compte 2 campagnes aujourd'hui, une sur l'inceste, sujet pas facile, on va y revenir, et une par exemple sur les violences sexuelles et sexistes auprès des collégiens et des lycéens. Mais sujets engagés, ça peut être aussi par exemple ce que l'on peut faire pour la Ligue contre le cancer, qui est une association qui accompagne les patients dans leur combat contre la maladie. Et on va réaliser pour eux un magazine, Vivre, qui voilà, va s'exprimer sur cette thématique, là aussi, pas forcément toujours évidente à aborder. Autre exemple, ce qu'on peut faire pour le ministère de l'Agriculture, qui voilà, souffre aujourd'hui d'une filière qui est en perte de vitesse, là où cette filière en fait est assez clé hein, pour la souveraineté alimentaire, tout simplement. Donc, il fallait vraiment créer un mouvement pour revaloriser ces métiers, revaloriser ces filières. Et bien finalement, ça aussi, c'est un sujet d'engagement sur lequel nous étions très fiers de nous positionner. Alors, qui dit sujet de société dit aussi RSE, politique RSE. Donc, on accompagne par exemple le groupe Amundi sur la production de son rapport intégré hein, depuis maintenant plusieurs années. Et côté RSE, on peut aussi faire vraiment de la politique interne avec le groupe Apicil par exemple,
que l'on va accompagner sur sa démarche diversité et ses campagnes de valorisation de cette démarche. Alors, revenons à nos moutons. Finalement, ces sujets de société, comment on communique dessus? On l'a dit, c'est pas forcément chose aisée, hein, la frontière entre la légitimité d'une marque à prendre la parole, hein, et finalement le simple opportunisme pour s'attirer des vues est assez fine. Et attention, lorsqu'on tombe du côté de l'opportunisme, souvent les retours de flamme sont violents. Donc, une marque qui communique, dans tous les cas, c'est une marque qui s'expose, c'est une marque qui se met en danger, en risque, et on est là pour éviter de vous mettre trop en risque. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce contenu où on va, à travers 4 questions, essayer de répondre au mieux à cette vaste thématique qui nous anime aujourd'hui. Alors, les 4 questions, c'est finalement pourquoi s'exprimer, pourquoi aujourd'hui les marques décident de le faire de plus en plus, pourquoi c'est essentiel qu'au sein de vos marques, qu'elles soient d'ailleurs corporate ou employeurs, hein, il est nécessaire que vous le fassiez également. Sur quel sujet une marque peut et doit s'exprimer, comment on fait pour les sélectionner, comment on le fait, parce qu'une fois qu'on les a sélectionnés, ce n'est pas toujours évident non plus d'arriver à prendre ces sujets-là. Et enfin, en 4, je suis sur une partie qui va beaucoup vous intéresser, puisque c'est aussi savoir agir ou réagir sur l'actualité médiatique. Sans plus attendre, la première partie va vous être déroulée par Cédric sur le pourquoi s'exprimer sur ces sujets de société. Merci Géraud. Alors, pourquoi s'exprimer sur ces sujets de société en tant que marque? Grande question. On va tâcher d'y répondre. Alors, en premier lieu, pourquoi? Parce qu'il y a une véritable attente de la société. On remarque que selon une étude OpinionWay parue en janvier dernier, il y a presque 2/3 des Français qui estiment que les marques ont un vrai rôle à jouer pour la société. Quand bien même il y a une attente de la société pour les entreprises et pour les marques pour s'engager. Cette attente est pondérée par le fait que les Français attendent que les marques s'engagent, mais pas à n'importe quel prix. Et on remarque qu'aujourd'hui, toujours selon cette étude, il y a 60% des Français qui estiment que l'engagement des marques n'est qu'un phénomène de mode qui ne durera pas dans le temps. Alors, phénomène de mode ou pas, on se rend compte que les entreprises n'ont pas attendu l'aval de la société pour déjà s'engager. Cela fait quelques années que dans les pays anglo-saxons, on parle de purpose. Nous, en France, via la loi Pacte, on parle de raison d'être. Raison d'être qui, via cette loi, a permis aux sociétés d'inscrire vraiment cette raison d'être dans ses statuts de manière légale. Et en 2 ans, on dénombre 505 sociétés qui ont adopté donc ce statut d'entreprise à mission. Donc, ce n'est pas forcément un phénomène de mode. Après, il y a certains cas. On a notamment relevé le cas de Orpea qui a décidé pour faire face à la crise qu'ils connaissent, de justement de se rentrer dans ce rôle d'entreprise à mission et de l'inscrire dans ses statuts pour sortir un peu la tête de l'eau. Si on regarde d'un point de vue RH, l'engagement des entreprises est aussi important pour les candidats, puisqu'on se rend compte que la raison d'être est aujourd'hui un véritable levier de recrutement pour les candidats. Si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir l'évolution des entreprises par rapport à leurs engagements, hier on parlait de marques performantes avec un enjeu business essentiel et très fort. Aujourd'hui, on parle plutôt de marques responsables. Donc certes, on a toujours l'aspect business qui est fondamental, mais avec un autre enjeu, un enjeu d'engagement qu'on a pu petit à petit découvrir au sein de beaucoup d'entreprises via la RSE. Et demain, les marques qui vont s'engager pour la société seront des marques transformatives. Alors, les marques transformatives, leur idéal, c'est d'être capable de transformer durablement et légitimement leur écosystème, leur secteur et la société. Et légitimement est un mot très important pour votre politique d'engagement, puisque évidemment, comme le disait Géraud, s'engager, c'est s'exposer. Et il y a des pièges pour les marques. Les Échos titraient la semaine dernière les valeurs sociétales, terrain miné pour les marques, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de nouveaux termes, et vous les avez sans doute déjà entendus,
comme le greenwashing, le queerbaiting, le pinkwashing. Donc là, c'est vraiment la société qui scrute les marques et dès qu'on fait un faux pas, on est directement mis sous le feu des projecteurs. Et donc l'engagement, il est bien résumé par Pascal Desmurger, cette démarche d'engagement, puisque selon lui, si une entreprise veut s'engager, il faut le faire de manière sincère. Ne faites pas de washing, car cela se verra très vite. Donc le mot d'ordre, c'est vraiment y aller de manière forte, franche et légitime. Légitime pour savoir justement sur quel sujet on est légitime à s'engager et à porter la voix de l'entreprise auprès de la société. Et justement, en parlant de ces sujets, je vais passer la parole à Claire, qui va approfondir le sujet avec vous. Bonjour à tous. Donc effectivement, deuxième question que l'on s'est posée, c'est quel sujet pour quelle marque, et du coup pour vous, quel sujet pour ma marque spécifiquement. Je vous propose de commencer par cette petite citation de Thomas Kolster, qu'on entend régulièrement sur les questions de communication responsable, puisqu'il a aussi fondé le mouvement Good Advertising, et qui dit « il faudrait que les marques cessent de se prendre pour Mère Teresa ». C'est un peu dur, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut rester dans cette idée d'être assez humble, de ne pas vouloir s'emparer de tous les sujets. Les marques ne sont pas forcément faites pour sauver le monde, et donc il faut du coup rester pragmatique, et ce déjà dans les choix des sujets que l'on va porter. Aujourd'hui, la société manque pas vraiment de causes à défendre, hein. On a pléthore de sujets, et le calendrier médiatique également est très rempli, donc ce qui nous laisse beaucoup d'opportunités pour prendre la parole. Dans ces vastes sujets, on va, à notre sens, distinguer un peu deux sortes. Le premier, c'est les sujets dits universels. C'est-à-dire, dedans, je comprends le climat, je comprends l'inclusion, je comprends la lutte contre les discriminations. C'est des sujets qui, je pense, sont universels parce que forcément, ils vont toucher l'ensemble de vos parties prenantes, internes comme externes. Et donc, ça nous paraît assez impensable de ne pas s'exprimer sur ce sujet. Et vous le faites déjà régulièrement à travers des rapports RSE et d'autres communications plus simples. Sur ces sujets universels, l'idée, ça va peut-être être de trouver plutôt l'angle et la valeur ajoutée à apporter sur ce type de sujet. Ensuite, on va avoir les sujets plus partiels. Là-dedans, je vais entendre par exemple les crises diplomatiques, les crises militaires, les mouvements sociétaux et puis les crises sanitaires, même si on sait qu'elles ne sont pas forcément toujours très temporaires et très partielles, malheureusement, mais c'est des sujets qui vont faire l'actualité sur une période plus définie, qui vont peut-être aussi parfois être plus loin de vos cibles. Et donc, sur ces sujets, il faut sans doute mieux avoir une vraie valeur ajoutée, un vrai intérêt, un vrai lien avec votre marque pour pouvoir communiquer dessus. Ensuite, à partir de ces deux types de sujets, on a aussi des sujets sur lesquels vous allez être sans doute plus attendu. Et pour ça, je me base sur la même étude que Cédric vous parlait, c'est-à-dire celle d'Opinionway de janvier 2022 pour l'agence de l'année, qui posait la question aux Français de savoir sur quel sujet ils attendaient les marques, sur quel sujet ils pensaient que les marques devaient communiquer en priorité. Sans grande surprise, c'est l'environnement qui arrive en premier, avec un Français sur deux qui pense que les marques doivent communiquer sur l'environnement. Et puis ensuite, en deuxième position, on retrouve la santé, avec 35% des réponses, la sécurité, avec 23%. Ensuite, on a un trio en quatrième position, alors la lutte contre les précarités, celle contre les discriminations, et je ne vous l'ai pas mis ici, mais il y a aussi la cause animale, et le handicap, par exemple, avec 20%. Et on peut aussi noter, par exemple, que dans ce sondage, le féminisme, par exemple, n'arrive qu'à 8% des réponses. Donc, un vaste choix de sujets, des sujets plus attendus, mais ce qu'il faut aussi bien prendre en compte dans ce choix de sujets, c'est que c'est un choix qui a des répercussions positives comme négatives, et des répercussions à la fois pour vos consommateurs, mais aussi de façon beaucoup plus large pour l'ensemble de vos parties prenantes. Ça peut être pour vos candidats, pour vos actionnaires, vos investisseurs, vos partenaires. En tout cas, on est sur une répercussion qui va être assez large. Répercussion positive, je le disais, puisque du coup, ça peut générer une préférence. Aujourd'hui, on voit que 60% des consommateurs disent être attirés par des entreprises qui vont s'engager, par exemple, à améliorer l'environnement. Et ils vont être plus de 60% à déclarer favoriser des entreprises qui sont transparentes et qui traitent bien leurs employés. À l'inverse, on peut avoir des répercussions négatives, puisqu'aujourd'hui, on voit que le boycott d'une marque est un moyen légitime pour s'exprimer et pour dénoncer un sujet, pour faire valoir sa cause, pour faire valoir des valeurs.
En tout cas, beaucoup sont là à boycotter si une entreprise ne correspondrait pas à ces valeurs. 63% au niveau européen, mais aussi 46% au niveau français. Donc là, je vous ai mis un petit peu des précautions, et à partir de ce moment-là, on a notre question principale, donc quel sujet pour ma marque, et du coup, comment faire ce choix. Chez Watt, on a essayé de faire ce petit arbre à choix. Alors, on a essayé d'être le plus simple possible, le plus pédagogique. Après, il n'est pas exhaustif et il n'est pas indiscutable, mais en tout cas, il nous permet déjà, nous, de faire un premier tri sur les sujets sur lesquels on peut aller sans risque, et ce qu'aussi on peut apporter sur tel ou tel sujet. La première question à se poser pour nous, c'est vraiment, est-ce que cette communication, est-ce que ce sujet va venir nourrir ma culture d'entreprise ou va venir nourrir ma raison d'être de façon assez large? Si à cette première question, la réponse est non, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que du coup ce sujet est venu impacter mon secteur? Est-ce qu'il a une répercussion sur mon secteur sur lequel du coup j'aurai quelque chose à dire? Si à cette deuxième question, la réponse est encore non, là, effectivement, on peut se dire qu'il y a un risque d'opportunisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, mais dans ces cas-là, il faudra vraiment avoir sans doute une posture beaucoup plus militante, beaucoup plus engagée, et prendre le risque, du coup, aussi d'avoir plus de retours négatifs. En tout cas, ensuite, si on revient à ma première question, qui était donc, est-ce que cette communication viendrait nourrir ma culture d'entreprise ? La deuxième question à se poser pour nous, c'est est-ce que j'ai des preuves de mes engagements? Est-ce que j'ai des choses à dire sur ce sujet? Encore une fois, peut-être qu'on n'a pas encore mis en place des démarches, on n'a pas encore mis des engagements sur ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, mais pour autant, là encore, il faudra sans doute avoir une posture bien spécifique. Alors cette fois-ci, sans doute l'humilité pour dire qu'on met des choses en place, et aussi une communication qui devra durer sur le long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un coup d'éclat avec, à un moment donné, une belle communication, mais sans doute, sur le long terme, avoir des preuves pour venir étayer cet engagement qu'on a fait à un moment donné. La dernière question à se poser, sans doute la plus cruciale, et la question qui est cruciale sur l'ensemble de mes 3 premières questions, c'est en quoi je peux être utile à mes publics avec cette communication. On est vraiment dans cette idée-là de marque transformative que vous parlez, Cédric, c'est-à-dire en quoi je peux aider mon public à essayer de changer la société, le monde qui l'entoure. Donc avec ça, je vais pouvoir avoir plusieurs moyens de l'aider à changer, c'est-à-dire est-ce que je peux l'informer, est-ce que je peux décrypter quelque chose pour lui, est-ce que je peux lui donner les moyens d'agir, est-ce que je peux mobiliser pour avoir une force plus grande pour faire changer les choses. En tout cas, c'est là où est ma vraie valeur ajoutée. L'idée avec mes preuves, mes engagements, si j'en ai, c'est pas forcément de m'envoyer des fleurs, c'est de voir vraiment en quoi je peux être utile à mon public. Donc voilà, ça c'est un peu en théorie, c'est les premières questions qu'on peut se poser, et maintenant je vous propose de passer avec un petit peu plus de pratique et avec des exemples plus concrets. Premier exemple dont je voulais vous parler, c'est celui d'IKEA. Je ne vous présente pas IKEA. IKEA donc, a une communication produit assez vaste, mais ce qui est intéressant chez IKEA, c'est qu'à côté de ça, ils ont aussi un certain nombre de communications très engagées, et avec tout un dénominateur commun qui est la maison, puisque la maison, c'est le cœur de métier de IKEA. Et c'est des campagnes qui, en plus, vont s'inscrire dans une campagne issue de leur fondation qui s'appelle A Better World Start at Home. Et du coup, ensuite, les filiales ont décliné pas mal de communications engagées à partir de ce dénominateur commun de cette campagne et de ce fil commun qu'est la maison. Donc, par exemple, au Royaume-Uni, ils ont fait des films publicitaires autour de pratiques écologiques pour réduire l'empreinte carbone de chacun. Donc, par exemple, ils vont montrer comment, à partir de gestes simples faits à la maison, comme changer des ampoules pour des ampoules LED, faire du tri sélectif, opter pour le vrac avec, par exemple, des bocaux en verre. Tout cela, on peut essayer de faire réduire l'empreinte carbone. Et ça, forcément, en plus, c'est IKEA qui vous les vend. Donc, du coup, c'est là où ils vous aident à, du coup, changer vos habitudes. Deuxième exemple de cette déclinaison, c'est chez IKEA Canada. IKEA Canada a produit un livre avec des chefs nord-américains sur des recettes autour de l'anti-gaspillage. Et en plus, c'est un livre qu'on retrouve en téléchargement gratuit, donc tout le monde peut y accéder, pour pouvoir, du coup, pareil, encore donner les moyens d'agir à son public. Dernier sujet, et qu'on trouve assez intéressant, c'est chez IKEA Pologne, un sujet qui peut-être vous paraît plus loin, plus sensible aussi. Pour IKEA, c'est le cas des violences conjugales, puisque IKEA Pologne a fait un film pour dénoncer en tout cas pas pour dénoncer, mais
pour alerter sur les violences conjugales qui ont lieu du coup au sein du domicile. C'est vraiment ça le dénominateur commun pour IKEA. Et donc, à travers ce film, ils alertent, ils appellent à la vigilance de tous et à la solidarité pour que ce soit des sujets qui ne passent plus au sein des sociétés et des familles et des foyers dans son ensemble. Donc, vraiment, la IKEA prend cette posture de pourvoyeur d'action à la maison pour une société plus verte, plus juste. Et toute cette communication, elles viennent du coup nourrir leur culture d'entreprise. Deuxième cas dont je voulais vous parler, c'est celui d'Amundi. Amundi, je le rappelle, c'est un leader européen de gestion d'actifs et de placement financier. Depuis le début de la guerre en Ukraine, donc le monde est impacté, et notamment le monde financier, au niveau des placements financiers. Et donc, du coup, depuis le début de la crise, Amundi va poster régulièrement sur son compte LinkedIn des décryptages, des interviews qu'ils font avec des experts internes et externes pour venir, du coup, informer et décrypter sur l'impact de cette guerre sur les marchés financiers. Ils viennent ici, donc, vraiment sur la branche gauche de mon arbre à choix, c'est-à-dire moins nourrir leur raison d'être qui est la confiance, mais plus vraiment être dans cette côté j'ai un impact sur mon secteur, donc je viens vous informer, je viens vous décrypter ce qui passe avec une posture du coup assez neutre, pas forcément très engagée, mais en tout cas ils viennent nourrir leur rôle ici de décrypteur pour vous aider, vous public, à comprendre un peu ce qui peut se passer sur les marchés financiers. Troisième cas dont je voulais vous parler, c'est celui de Métro France. Métro France, du coup, donc un leader grossiste alimentaire. Métro France, du coup, a fait une campagne qui s'appelle Tous engagés. Donc, c'était une campagne en interne, une campagne qui vient nourrir leur démarche RSE, leur démarche RH. Il faut savoir que Métro France a un gros enjeu de recrutement au sein de ces sociétés. Et du coup, au départ, c'est quelque chose d'assez classique qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils viennent décliner sur leurs réseaux sociaux leur démarche RSE. C'est ce qu'on voit ici avec une mise en valeur de salariés pour promouvoir leurs valeurs. Ce qui est intéressant ici dans la communication de Métro, c'est que parfois, ils viennent vraiment s'appuyer sur un calendrier médiatique pour pouvoir venir faire remonter des valeurs, des engagements, et ils viennent du coup un peu cautionner. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez le premier poste, ils viennent ici apporter un soutien à la communauté LGBT, puisque du coup, quand le 16 mars, le décret a autorisé désormais les personnes homosexuelles à pouvoir donner leur sang sans période d'abstinence, Métro a fait ce post LinkedIn pour prouver leur engagement, pour prouver leur solidarité envers cette communauté. Pas forcément de preuve de leur côté, mais vraiment juste se dire, bah voilà, on cautionne cette avancée sociétale, et toujours dans cette démarche qu'on est tous engagés, tous ensemble, très solidaires. Ils ont fait un peu la même chose avec le congé paternité, au moment de l'allongement du congé paternité en juillet 2021, où du coup, il y avait cet allongement d'un mois. Ils sont ici, pareil, venus un peu cautionner cette avancée sociétale d'un point de vue réglementaire, et ils viennent à côté donner pour eux en quoi ça peut faire avancer la société, mais aussi avancer leurs propres preuves à eux, c'est-à-dire ce que eux autorisent pour leurs propres employés. Donc, du coup, ils permettent à la fois dans ce poste à cautionner quelque chose, ils deviennent un peu une marque politique, et en même temps, ils viennent montrer leurs preuves et montrer aussi leurs avantages d'un point de vue très RH et très recrutement. Ce qui est le dernier petit point dont je vous parlais sur cet exemple-là, c'est le cas donc de ce portrait de Nathalie. Donc Nathalie en situation de handicap, Métro la met en avant pour montrer aussi qu'ils sont dans une société, dans une entreprise très inclusive. Et il y a eu un commentaire négatif qui disait qu'il ne comprenait pas pourquoi on mettait en avant tel ou tel poste. Et c'est directement Nathalie qui est venue répondre en disant qu'elle, elle trouvait très intéressant de se mettre en avant, et surtout de mettre en avant cette situation pour montrer aux autres aussi que ça existait. Et ce qu'on peut sans doute en retenir, c'est que si votre communication est à l'image de votre politique sur place, au quotidien, auprès de vos employés, on peut sans doute espérer que même s'il y a des réponses négatives, vous allez pouvoir être soutenu par ses collaborateurs, par ses partenaires, parce que du coup, les deux sont vraiment en adéquation, et les réponses négatives seront forcément soutenues par quelque chose de plus positif. Dernier exemple dont je vais vous parler, c'est celui de l'Ordre national des pharmaciens.
Ici, l'Ordre national des pharmaciens va venir vraiment nourrir sa raison d'être d'institution, puisque du coup, elle va être le garant d'une profession éclairée sur son époque et ses enjeux. Donc du coup, grâce à un travail de social listening, l'Ordre des pharmaciens vient réagir potentiellement à des actualités qui viennent toucher la profession. Donc sur le poste à gauche, c'est par rapport à des violences sexistes et sexuelles qui avaient lieu. Et donc l'Ordre des pharmaciens, sans être forcément interpellé à la base, vient réagir, vient prendre position, vient affirmer un soutien pour pouvoir, du coup, pareil, être le garant de l'honneur de cette profession. Autre moyen de réagir à l'actualité et à des sujets de société pour l'Ordre national des pharmaciens, c'est ces tribunes qu'elles offrent dans le magazine Tous pharmaciens. Elle offre des tribunes à des experts externes sur des sujets de sociétaux. Donc ici, on voit la santé mentale des Français, mais ça peut être aussi l'avenir du système de santé. À ce moment-là, elle vient vraiment outiller sa profession, ouvrir le débat, ouvrir la réflexion pour du coup une profession éclairée, compétente et faire avancer les débats pour l'ensemble de ses parties prenantes. Donc elle vient vraiment ici nourrir cette raison d'être de l'institution tout en, du coup, en étant sur des sujets de société. Donc voilà un peu comment on pourrait essayer de voir comment trouver le bon sujet pour ma marque en rapport soit à ma raison d'être, soit à ma culture d'entreprise, soit à ma démarche RSE. Et maintenant, je vous propose de savoir comment on peut essayer de trouver les bons mots à partir du moment où on a trouvé le bon sujet. Et je vais passer la parole à Géraud. Merci beaucoup, Claire. Je reprends la main effectivement pour cette troisième partie de la matinée. Donc voilà, normalement, vous avez compris que prendre la parole sur ces sujets est désormais décisif pour les marques. Il en est même vital pour la pérennité de leur histoire. Vous avez compris comment identifier les sujets sur lesquels vous serez le plus légitime. L'idée est maintenant de s'attaquer à cette troisième question. Une fois qu'on est légitime, la responsabilité reste entière puisque finalement, arriver à se positionner sur ces sujets, arriver à trouver le bon ton, les bonnes communications, les bons angles ne sont pas non plus chose aisée. C'est pour ça qu'on aime bien la citation de l'oncle Benji, le fameux tonton de Spider-Man. Mais finalement, une fois qu'on a ce grand pouvoir de sujets de société, ou en tout cas ce grand pouvoir de s'exprimer sur ces sujets de société, la responsabilité reste grande sur comment faire en sorte de le faire le mieux possible pour être utile à mes communautés, pour ne pas les blesser surtout également, et pour faire valoir ces sujets-là. Pour répondre à cette question, plutôt que de s'attaquer à de la théorie, on a préféré rentrer par des exemples. On va vous en décrire deux sur cette première étape, puisque voilà, on a essayé de dresser une sorte de checklist. On fera la synthèse à la fin, mais pour que vous ayez toutes les étapes à cocher pour répondre à cette question pas facile de comment trouver les mots. Alors, la première étape pour nous, c'est d'adopter la juste tonalité. Pour expliquer mon idée, je souhaitais m'appuyer sur la citation de Maya Angelou, auteure extrêmement engagée américaine, malheureusement décédée, mais qui est extrêmement inspirante et qui avait l'habitude de dire notamment, en gros, les gens vont toujours oublier ce que vous avez dit, vont toujours oublier ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais la façon dont vous les avez fait se sentir. Et en fait, dès lors qu'on communique sur des sujets de société, plus ces sujets sont sensibles, plus il va falloir faire extrêmement attention à la façon dont on va angler son sujet. Par exemple, pour le Centre Hubertine Auclair, lorsqu'on a pris la parole sur l'inceste, la question s'est posée de finalement comment les victimes de l'inceste se sentent. Comment est-ce qu'on peut s'adresser à eux pour finalement ne pas les blesser, pour ne pas ajouter une couche de gravité à leur situation qui est déjà suffisamment grave. Alors, pour procéder à identifier finalement cet angle de communication, vous avez plein de leviers possibles. Vous pouvez procéder à des focus group et interviewer des personnes qui sont victimes ou qui sont proches de ces thématiques-là. Vous pouvez vous plonger dans de la documentation, vous pouvez étudier différents contenus disponibles. Voilà, à vous de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Et dans le cas du Centre Hubertine Auclair, en fait, ce qu'il en est ressorti de nos différentes recherches et de nos différentes études, c'est que c'était un public, une cible qui ne voulait surtout pas être mise en avant. Au contraire, c'est une cible en fait qui a le sentiment que ce qui lui arrive, c'est dans son quotidien et que c'est eux qui sont
pas normaux. Donc nous, on a voulu inverser la tendance en se disant en fait non, ce n'est pas du tout ça. Alors certes, c'est dans votre quotidien, on va pas vous stigmatiser, mais en fait, on va mettre des mots sur vos mots parce que malheureusement, ça existe. Et notre campagne, on va pas dénoncer, on va pas critiquer, on va simplement vous donner les moyens d'agir. Rien de plus. C'est pour ça notamment que dans cette affiche, vous retrouvez des codes d'une icono un peu floutée où on ne voit pas forcément les visages, mais vous trouvez par exemple des mots durs qui sont des mots du quotidien et qui s'opposent. Donc un père, par exemple, est aussi un agresseur. Et le call to action ne va pas être des revendications extrêmement engagées, mais simplement parlons-en avec un numéro d'aide pour, voilà, encore une fois, outiller et donner les moyens d'agir. Autre exemple, encore peut-être plus parlant, celui de la Ligue contre le cancer, qui est donc, comme je vous le disais, une association qui accompagne les malades du cancer, mais aussi leurs proches, les aidants, les familles, dans leur combat médical. Là, ce dont on s'est rendu compte après nos différentes études, c'est que pour positionner ce magazine, en fait, les patients sont souvent dans des process médicaux extrêmement lourds, sont submergés d'informations techniques en permanence, et en fait, ils en ont ras-le-bol. Donc, ce qui leur importe finalement, c'est d'avoir une information qui leur permet de vivre, tout simplement. Alors, comme ça paraît simple. En réalité, c'est quand même beaucoup de boulot. Mais ce qui sous-entend qu'en fait, ce magazine, on l'a positionné vraiment presque sur du lifestyle et on va aborder tous les sujets de société, l'alimentation, la beauté, les sorties, bien sûr avec un angle quand même médical de comment le faire en toute sérénité avec ma maladie ou comment vivre avec ma maladie, mais quand même profiter de ces sujets de société. Donc, comme vous l'avez compris, l'émotion générée par mes communications, mes outils de com, est extrêmement clé pour trouver le ton, le juste angle pour positionner mes outils. Alors, une fois qu'on a le ton, une fois qu'on a les mots, faut qu'ils soient intégrés, il faut qu'ils deviennent utiles. Et si on n'a pas les bons canaux, alors ça paraît d'être la communication premier niveau, mais c'est finalement extrêmement clé. Il faut arriver à délivrer ces messages à mes cibles. Et ça, c'est les canaux qui font ça, tout simplement, les outils les plus cohérents. Un des exemples que l'on aime bien, c'est ce qu'on peut faire pour Veolia Île-de-France, donc qui est un gestionnaire de ressources comme l'eau, et qui se confronte, qui s'engage depuis plusieurs années sur une lutte contre le gaspillage de l'eau. Puisque, voilà, peut-être vous ne le savez pas, mais dans certains quartiers d'Île-de-France, les habitants, par jeu, par délinquance, ouvrent les vannes à incendie, ce qui fait se déverser des centaines de mètres cubes d'eau, voire beaucoup plus. Alors, ce qui a une double incidence, déjà du gaspillage de l'eau, et ensuite, lorsqu'il y a un incendie, ces bornes sont vides et donc les pompiers ne peuvent plus intervenir. Donc, la marque s'est livrée à tout un tas de campagnes de communication depuis plusieurs années, notamment du mass média, notamment du JC Déco, etc., etc. Et en fait, ces actions restaient finalement avec un impact important, mais pas suffisamment opérationnel. Et ce qui a fait vraiment la différence, c'est lorsqu'on a ciblé véritablement une audience extrêmement précise, qui était une cible jeune, et que l'on s'est dit, en fait, ce qui va fonctionner le mieux, c'est d'aller directement dans ces quartiers, en physique. Donc là, le canal, c'était le one-to-one, pour aller délivrer une information d'abord informative, justement, et ensuite ludique pour prendre en main ces enjeux et, là encore une fois, outiller pour comment adopter le meilleur comportement, à la fois moi, pour ne pas commettre ces méfaits, commettre ces bêtises, et à la fois pour peut-être évangéliser autour de moi aussi lorsque je vois ce genre d'action se passer. Deuxième canal qui est utilisé pour toucher cette cible-là, les réseaux sociaux. Là encore, un grand nombre d'actions ont été menées sur Instagram et TikTok et ont atteint des niveaux de ROI qu'on ne pouvait même pas envisager jusque-là. On a le ton, on a les canaux, mais parfois ça ne suffit pas, ou parfois justement les marques ne parviennent pas à trouver ce ton et ce bon canal. On voulait vous montrer un contre-exemple, alors non pas pour critiquer, puisque la démarche reste louable. Camaïeu, qui est une enseigne de prêt-à-porter féminin, est extrêmement engagé sur la cause des violences faites aux femmes, et pour nous, c'est tout à fait légitime qu'il le soit, puisque un public extrêmement féminin, donc une communauté extrêmement féminine, donc c'est un sujet pour nous tout à fait légitime. Néanmoins, vous l'avez peut-être vu passer, leur dernière campagne qu'ils ont conduite sur leur e-shop à destination des femmes a fait un tollé, et pour nous, pour plusieurs raisons. La première, c'est que finalement, ils se sont peu mis à la place de la cible, qui est la femme et qui est la victime.
Une victime de violence conjugale, c'est pas quelqu'un qui souhaite forcément s'exposer. Là encore, c'est quelqu'un qui souffre, qui cache la plupart du temps les coups dont elle est victime. Donc, l'exposer maquillé ainsi a été extrêmement mal perçu par cette cible-là. En deuxième critique, ce qui a été opposé à cette campagne, c'est que finalement, glamouriser le combat de la lutte contre les violences faites aux femmes en les exposant sur un canal commercial, là encore, a été extrêmement mal perçu. Donc, erreur de canal. Et erreur de canal, troisième reproche qui a été fait, c'est finalement, en fait, là, vous évangélisez quelque chose auprès d'un public de femmes dont les femmes, en fait, sont déjà au courant. Donc, c'est peut-être un public d'hommes que vous auriez dû cibler. Donc voilà, sans doute erreur de positionnement de cette campagne. La marque est restée tout à fait droite dans ses bottes en disant que pour eux, l'action était tout à fait légitime, qu'ils ne regrettent pas. Et de fait, elle a quand même été défendue par énormément de ses collaboratrices et de son public. Donc voilà, encore une fois, pas pour critiquer, mais pour ouvrir le débat aussi sur ce genre de campagne qui, dans tous les cas, a exposé la marque et a généré des critiques et un retour de flamme. Peut-être qu'une des solutions pour Camaïeu aurait pu être de changer d'émetteur. Parfois, lorsque l'on est une institution, on n'est pas toujours le plus approprié pour porter son message. C'est un exercice qu'on a déjà réalisé, notamment dans le cadre d'une campagne de diversité pour Apicil, qui est un groupe d'assurance et de prévention basé à Lyon, et qui est une entreprise absolument remarquable sur cet aspect-là. Donc, tous les collaborateurs sont extrêmement fiers de ce qui peut être fait d'un point de vue RSE sur la démarche de diversité et d'inclusion. Et donc finalement, ce qui a été décidé, c'est que plutôt que de prendre la parole en tant qu'Apicil, on va faire porter les messages par les collaborateurs, puisque tous sont extrêmement convaincus, tous l'assument et tous seront les meilleurs ambassadeurs que cette campagne. Démarche qui a été extrêmement plébiscitée en interne, qui a été extrêmement fédératrice. Et donc, on a même décidé de mener un volet numéro 2 de la campagne qui sera encore plus incarné. Autre exemple, Centre Hubertine Auclair. Alors là, pas pour l'inceste, mais pour une autre campagne que l'on a menée pour eux il y a quelques années sur les violences sexuelles et sexistes auprès des collégiens et lycéens. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces thématiques-là étaient extrêmement tabous dans une période d'âge qui est extrêmement pudique, finalement. Et donc, si on arrive avec nos gros sabots d'institution et qu'on parle de ces sujets, toute notre audience va se fermer comme une huître et on va les perdre. Donc, on a plutôt décidé de s'appuyer sur des relais d'opinion qui sont en fait des jeunes qui sont influenceurs sur TikTok, sur Instagram et qui vont en fait avoir déjà ce lien de privilégié avec notre audience qui a déjà l'habitude de parler de sujets de société, parfois graves, parfois plus légers. Et finalement, ces relais d'opinion ont été d'une aide extrêmement précieuse pour porter ces causes-là, pour porter nos messages et surtout pour donner les moyens d'agir, là encore une fois. Donc, pour me récapituler, 3 notions à garder en tête lorsque vous voulez prendre la parole. Faites attention à votre tonalité, mettez-vous à la place de votre cible, de votre audience. Attention au canal également, parce que vous aurez beau trouver les meilleurs mots, si vous ne ciblez pas bien, si vous n'êtes pas dans des cercles d'intimité suffisamment proches de vos cibles, vos messages passeront à la trappe ou seront mal perçus. Et enfin, déterminer qui porte le discours, puisque parfois, vous n'êtes pas forcément le mieux placé. Autre exemple qui me vient en tête, le groupe Clésia, là aussi assurance et prévention, va être extrêmement prégnant sur la cause du deuil et de la mortalité. Bien, plutôt que de prendre la parole eux-mêmes sur cette cause-là, ils vont passer par une association pour le faire, une association qui est légitime, qui est active sur ces sujets-là, qui s'appelle Empreinte, par exemple, et que l'on accompagne aussi à l'agence. Voilà, donc vous pouvez aussi parfois délocaliser, ou en tout cas inverser un petit peu la vapeur de l'émetteur, ce qui vous donne de suite beaucoup plus de poids pour prendre la parole. Voilà, et je laisse la parole désormais à Anthony sur le 4e point de notre présentation, sur le agir et le pourquoi pas réagir. Merci Géraud. Je vais essayer d'être assez rapide, mais pour autant efficace, pour pas vous garder plus longtemps que 45-50 minutes peut-être. La 4e question qu'on s'est posée, en effet, c'est la question de l'action, voire de la réaction. Vous avez vu jusqu'à présent pourquoi c'était important de se mobiliser sur certains sujets, comment le faire, avec quelle tonalité, quel type de message, etc. Pour autant, on le sait très bien, c'est aujourd'hui peut-être plus que jamais l'actualité aussi parfois qui commande aux marques d'agir et de réagir.
quand on se pose ces questions-là, souvent, et on ne pouvait pas forcément faire l'impasse dessus dans cette matinée, c'était de se dire, quand on est en réaction, souvent, c'est parce qu'on est dans une forme de communication de crise. C'est qu'on est attaqué, justement pour un défaut ou pour un manquement par rapport justement à un sujet de société. C'est typiquement le cas aujourd'hui de Corian et d'Orpea, dont vous parlait Cédric tout à l'heure, qui sont évidemment pris dans une spirale de communication de crise assez importante vis-à-vis à la fois de la parution d'un livre qui est paru très récemment, qui s'appelle Les Fossoyeurs, l'enquête d'un journaliste en immersion dans un EHPAD, et puis un reportage aussi plus récent de Cache Investigation. Donc, c'était se dire finalement, quand on est en communication de crise aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut réagir? Alors, il y a évidemment la réaction très classique, qui est la réaction court-termiste et qui est absolument nécessaire et indispensable. En l'occurrence, chez Corian, ce qui a été mis en place, c'était une plateforme web et téléphonique qui s'appelle Corian vous répond et qui permet en fait, lorsqu'on est sur le site, d'avoir une dizaine, une quinzaine de grandes questions que les publics peuvent se poser, alors que ce soit d'ailleurs le grand public, les parents et proches de patients, les partenaires, voire même aussi les actionnaires. Il y a des réponses pour tous les types de parties prenantes. Et puis une plateforme téléphonique avec un numéro gratuit, bien sûr, qui permet aussi de répondre en direct à des questions peut-être un peu plus urgentes et pressantes. Pour autant, cette réaction de court terme, si elle est indispensable, elle n'est plus suffisante. Et en fait, il y a aussi ce besoin de réagir un peu plus à moyen, voire à long terme, et de se poser la question de si je suis pris finalement, moi, en tant que marque, dans la spirale d'une crise comme ça, qu'est-ce que j'ai manqué avant? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et qu'est-ce que je peux mettre en place sur les mois et années à suivre pour finalement améliorer mon modèle? Et c'est justement l'une des réactions qui a été plébiscitée par les acteurs de ce secteur, qui est de se dire peut-être que demain, aller vers un modèle de société à mission, inscrire une raison d'être dans nos statuts, ça va aussi nous obliger quelque part, l'entreprise, à être plus vertueuse, à se séparer quelque part de certaines actions et à mettre en place d'autres actions avec un impact à la fois plus mesuré et peut-être plus positif aussi demain. Donc la réaction, elle se fait évidemment de façon nécessaire quand on est attaqué et quand on est en temps de crise. Pour autant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit plus simplement d'attendre la crise pour réagir. Vous avez vu quelques chiffres en introduction de ce webinar. Il y a un chiffre aussi qui est extrêmement parlant, qui est qu'un Français sur deux aujourd'hui, 48 ou 49% de mémoire, pense que les marques sont capables de réagir plus efficacement que les gouvernements. Donc autant, évidemment, la plupart des chiffres nous montrent que les marques sont attendues, évidemment, sur des enjeux sociétaux, environnementaux, sociaux, etc. Mais elles sont aussi attendues dans le calendrier médiatique. Elles sont aussi attendues dans l'agenda d'aujourd'hui sur la réaction par rapport à des phénomènes de société, par rapport à la crise climatique, par rapport à tout un tas de phénomènes qui évidemment de plus en plus font la une aujourd'hui de notre actualité. Et pourtant, ce qu'on observe de façon assez intuitive, c'est qu'aujourd'hui, il y a assez peu de marques qui vont se positionner de façon très très forte et très affirmée sur ces sujets. Pour exemple, on a voulu prendre la toute dernière sortie du tout dernier rapport du GIEC, qui est sorti là il y a quelques jours, quelques semaines, où on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de marques qui s'en étaient saisies. Pour autant, il est assez clair que les publics aujourd'hui, et je ne parle pas uniquement du grand public, mais aussi des partenaires, des fournisseurs, des citoyens, etc., attendent quand même qu'il y ait aussi une prise de parole, quelque part, des marques sur cette thématique-là. Pas simplement pour en prendre conscience ou pour le partager, mais aussi se dire, OK, j'ai pris acte finalement de ces différents constats, de cet état des lieux. Quelles mesures, moi, je vais mettre en place en tant que marque pour essayer d'y répondre et pour essayer de, par exemple, limiter le réchauffement à 1,5 degré, par exemple, de quels ODD, objectifs de développement durable de l'ONU, je peux me saisir pour essayer de répondre à ces objectifs. C'est voilà, autant de typologies d'actions sur lesquelles les marques sont attendues. Et on voit qu'en fait, aujourd'hui, seuls les collaborateurs en fait, de ces entreprises-là, de ces marques-là, réagissent. Et parmi ces collaborateurs-là, en fait, le plus souvent, ça va être ceux qui sont le plus concernés.
Donc, ça va être par exemple des gens qui sont au marketing, des gens qui sont à la RSE, des gens qui sont au développement durable. Donc, évidemment, ces gens-là portent une certaine légitimité et c'est intéressant pour l'entreprise d'avoir quelque part des premiers ambassadeurs assez importants pour le faire. Pour autant, il faut que voilà, on arrive aussi demain à propager cette parole un peu plus largement aussi parmi l'ensemble des collaborateurs et puis demain parmi l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'actualité aujourd'hui qui crée l'opportunité pour les marques. Et il y a un agenda médiatique aujourd'hui qui est tellement riche. Je pense qu'on l'a tous ressenti de façon assez sensible dans les mois qui se sont écoulés. La façon dont on est passé très rapidement du Covid à la guerre en Ukraine, en passant par voilà, la sortie du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique. C'est vrai que toutes ces actualités-là, on a le sentiment que parfois elles se succèdent les unes les autres et pourtant, voilà, elles viennent aussi cohabiter et nourrir cet agenda de façon très forte. Donc il y a autant d'actualités que d'opportunités possibles pour les marques de communiquer. Ça peut être de façon très différente. On a pris l'exemple de Léa Nature qu'on accompagne à l'agence, qui aujourd'hui va utiliser LinkedIn et ses réseaux sociaux pour rebondir sur l'actu environnementale, qui est extrêmement riche. Les dernières lois du climat, la COP26 par exemple. Ça permet de nourrir en fait la promesse et les engagements de marque de Léa Nature, dont le modèle aujourd'hui est un modèle vertueux et responsable. Ou alors, et ça c'est un exemple qu'on donne assez souvent, mais qui est marquant, qui est celui de Patagonia, hein, qui est une marque très très politisée et militante de base grâce à son fondateur, mais qui a saisi en fait aussi l'actualité politique, et pas seulement sociale, environnementale, mais vraiment l'actualité politique. Donc en 2020, avec la potentielle réélection de Trump qui n'est pas advenue, mais justement pendant la campagne pour prendre position en disant voilà, il faut qu'aujourd'hui vous vous rendiez compte à quel point ce président a eu un impact négatif sur l'image et l'action des États-Unis, avec des mots assez forts, hein, évidemment, que je ne ferai pas l'audace de traduire ici, mais qui font partie d'une tonalité très très militante et qui permettent aussi de se dire comment moi en tant que marque je peux essayer de mobiliser ma communauté et faire en sorte que mes parties prenantes soient aussi des acteurs engagés, des acteurs militants, et pour devenir moi pas simplement une love brand, mais vraiment une marque d'engagement pour mes publics. Je parlais à l'instant du coup d'élections américaines. Il y a le cas évidemment aujourd'hui plus prégnant que jamais des élections présidentielles en France, où on peut se poser la question comment est-ce qu'on peut tirer parti de ces élections pour aller mettre en lumière un engagement de ma marque ou une thématique sociale et sociétale qui m'intéresse, sur laquelle j'ai évidemment potentiellement des preuves à apporter ou des choses à dire. Alors, il y a beaucoup de marques qui aujourd'hui vont réagir, rebondir à l'actualité de la campagne électorale, hein, de façon très humoristique, sans forcément devoir parler d'engagement. Mais c'est vrai que ces thématiques-là sont extrêmement porteuses en termes d'agenda, et c'est un chiffre d'ailleurs qu'on a retenu qui dit que 59% aujourd'hui des Français pensent que la campagne électorale était le bon moment, est toujours d'ailleurs le bon moment pour les marques, pour aller venir parler de sujets à impact positif, un moment propice vraiment de communication. Deux exemples rapidement qu'on voulait vous présenter, c'est celui de Free, qui par exemple a conçu un spot qui reprenait vraiment tous les codes en fait de la grande déclaration présidentielle un peu élyséenne, et dans lequel on voit Xavier Niel en costume, comme s'il était à la place du président, valoriser son offre en disant l'objectif de Free, c'est de communiquer sans vous niquer. Alors, sick, hein, c'est dans la citation. L'idée étant derrière de valoriser son offre sous l'angle vraiment de la défense du pouvoir d'achat. Vous avez aussi en ce moment une campagne, par exemple, du Bon Coin, qui justement traite aujourd'hui de ces thématiques-là, du pouvoir d'achat, et qui rebondit quelque part sur cette thématique qui est en fait la thématique numéro 1 sur lesquelles les Français attendent leurs candidats aujourd'hui. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est celle de la Ligue contre le cancer, par exemple, qui a mis en ligne une plateforme pour évaluer les programmes des candidats. Aujourd'hui, la Ligue contre le cancer a formulé plusieurs propositions pour essayer de limiter, voire éradiquer le cancer en France sur une perspective de très long terme, comme par exemple mettre en place un plan zéro tabac ou un plan anti-tabac. Autant de mesures en fait dont ils vont aller mesurer si les programmes des candidats les proposent ou pas, ils répondent ou pas, avec quel curseur, avec quel degré, etc.
Et finalement, c'est aussi une façon d'aller partager un peu son savoir, partager son savoir-faire quand on est ligue contre le cancer, pour dire, ben voilà, aujourd'hui, vous avez un outil pour peut-être vous positionner, peut-être pour évaluer aussi les programmes des candidats, peut-être influencer éventuellement votre vote en fonction de ces différents engagements. Dernier exemple, avant de passer à la conclusion qu'on voulait vous présenter et qui nous paraissait quand même assez essentiel, puisque c'est vraiment le sujet d'actualité numéro 1 hors élection, c'est vraiment le cas de la guerre en Ukraine, où la question qu'on peut se poser, c'est comment prendre la parole de manière appropriée, sans pour autant m'approprier la parole et avoir l'impression que je la monopolise sur un sujet qui, évidemment, voilà, peut ne pas mériter que ce soit des marques qui s'approprient le sujet. Alors, soit on est partie prenante directe, c'est le cas de ce premier slide, soit on est partie prenante directe, c'est-à-dire, par exemple, comme Auchan ou Crédit Agricole, on a des succursales, des filiales, des magasins, par exemple en Russie ou en Ukraine, auquel cas on a des collaborateurs qui sont concernés, donc évidemment qu'on est partie prenante. Le cas d'Auchan, par exemple, est assez spécial, puisqu'Auchan, en ce moment, ça vous aura peut-être pas échappé, est attaqué pas mal, notamment en France, parce que le groupe Nunez a décidé de garder ouvert la plupart de ses magasins, je crois, en Russie, et donc est attaqué de ce fait-là. Et on a eu une tribune, en fait, du PDG, Yves Claude, qui a été publiée dans le JDD récemment, donc avec une perspective très grand public, pour expliquer de façon très pédagogique pourquoi, d'un point de vue social et d'un point de vue finalement engagé, en fait, partir de Russie serait inimaginable. En l'occurrence, aujourd'hui, Auchan est attaqué vraiment sur l'idée assez fausse, d'après le PDG, que le fait de maintenir les magasins aujourd'hui est uniquement fait d'un point de vue économique, pour ne pas perdre de l'argent. Le PDG va expliquer pourquoi aussi c'est fait, simplement pour pas se couper de toute une partie des collaborateurs et pour pas aussi non plus appauvrir potentiellement les clients russes, pour qui Auchan, voilà, c'est un des plus gros discounters aujourd'hui. Donc ce serait aussi empêcher une partie de la population russe qui, voilà, n'a rien fait, entre guillemets, en tout cas n'est pas pro-Poutine, de continuer à s'alimenter, de continuer à se nourrir et de ne pas être trop affaibli par les sanctions actuelles. Crédit Agricole aussi qui a réagi, alors eux c'est plutôt une filiale des filiales en Ukraine, avec à nouveau une parole du DG. C'est extrêmement important, quand on est partie prenante comme ça, de faire remonter aux plus hautes instances et aux plus hautes sphères véritablement la prise de parole, donc PDG, DG, fondateur, COMEX, pour vraiment montrer qu'il y a une prise de conscience sur le sujet très importante, une parole extrêmement incarnée, parce qu'elle permet aussi finalement d'assumer parfois une charge émotionnelle très forte, ce que ne pourrait pas faire une marque si elle communique de façon très institutionnelle. C'est le cas par exemple du Crédit Agricole qui dans cette tribune du directeur général explique qu'en fait il aura peut-être du mal à trouver les bons mots, il aura peut-être une posture un peu imparfaite, mais pour autant il lui paraissait essentiel et crucial de communiquer. Et donc c'est intéressant aussi par rapport aux questions de tonalité qu'on évoquait tout à l'heure, de se dire voilà, peut-être que c'est bien aussi parfois d'assumer que la tonalité comme ça, quand on réagit de façon un peu urgente, ne sera pas forcément la bonne, mais que il nous paraît essentiel de communiquer pour le faire, et que c'est un moyen aussi de prendre la parole de façon bien sûr appropriée. Et quand on n'est pas partie prenante directe, mais qu'on est peut-être un peu plus allié à la cause, comme Airbnb, c'est intéressant d'aller voir comment agir, et en l'occurrence prendre la parole avec un phénomène d'action très très important. Je vais passer très rapidement sur cet exemple-là, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui Airbnb a mis en place une plateforme qui s'appelle airbnb.org, qui permet à la fois aux personnes en France et en Europe d'aller réserver des logements en Ukraine, donc pour finalement financer, donner des dons à la population ukrainienne de manière un peu détournée, et à la fois pour les réfugiés, essayer d'avoir un vrai programme d'accueil pour les aujourd'hui 100 000 réfugiés qui sont en provenance d'Ukraine. Donc c'est aussi une façon de construire un périmètre de légitimité autour de la marque, qui est vraiment celui de l'accueil quand on parle d'Airbnb, mais de le faire en s'appuyant et en se soutenant par rapport aux initiatives de sa communauté à mobiliser, et pas simplement avec une prise de parole qui serait complètement détachée du modèle de l'entreprise.
Alors non, désolé Anthony, je voulais pas te presser en faisant Aucun problème. réapparaître ma tête, c'est simplement parce que nous avons quelques commentaires et une question Ah, dans le chat, donc je voulais y apporter une réponse. Le plus facile, c'est peut-être réagir aux commentaires de Nathalie de la Falaise en la remerciant. On ne manquera pas d'étudier ces différents guides et les différents travaux dont vous parlez. Et pour reprendre à Sophie Canon qui parle d'injonction finalement de l'opinion, qui pousse, voire oblige les marques à prendre position alors qu'elles ne sont pas prêtes ni préparées. En fait, c'est évident hein, que l'opinion aujourd'hui pousse énormément les marques à se positionner, à s'engager. C'était le lot d'ailleurs de notre première partie. Euh, les publics aujourd'hui, qu'ils soient consommateurs, qu'ils soient candidats, qu'ils soient actionnaires, attendent des marques des vraies réponses sur les différents enjeux sociétaux, environnementaux. Et pour nous, le risque aujourd'hui, c'est pas tellement de prendre la parole, mais c'est de ne pas le faire. Effectivement, il y a des marques qui sont pas encore structurées pour le faire. On voit quand même globalement un mouvement du marché. C'est pas pour rien que la grande majorité des acteurs du CAC 40, par exemple, ont adopté des raisons d'être. Mine de rien, le travail sur la raison d'être pousse à repenser en profondeur son business model, à repenser en profondeur l'utilité de la marque et donc les combats et les engagements de la dite marque. Pour nous, finalement, certes, le marché n'est pas encore complètement structuré, mais c'est en cours. Et encore une fois, les marques ont plus de risques à ne pas prendre la parole sur ces sujets-là, puisqu'elles n'arriveront plus à recruter, elles ne vendront plus, elles n'arriveront plus à recruter des actionnaires également, que finalement pardon, je vais perdu mon fil de pensée, mais en gros, le risque est plus gros de ne pas communiquer pour les raisons que je viens d'évoquer que de le faire, puisque certes, on s'expose, mais aujourd'hui, c'est crucial de le faire. Ce sont les attentes du public, des parties prenantes, et ça, on ne peut pas y couper. Oui, pour compléter, je dirais que l'injonction, pour le coup, est peut-être assez forte hein, de la part des publics, et pas seulement d'ailleurs du grand public, mais aussi même parfois des collaborateurs hein, dans les entreprises qui attendent de leurs entreprises qu'elles s'engagent sur tout un tas de sujets. Cette injonction, elle est bénéfique nécessairement parce qu'elle va pousser la plupart des entreprises à agir. En effet, il paraît peut-être un peu risqué parfois de prendre la parole avant d'avoir agi. Pour autant, il y a aussi parfois des postures d'humilité qu'on peut adopter et se dire c'est intéressant, par exemple, de montrer quand on est une marque mais qu'on n'a pas agit de façon parfaite ou qu'on n'a pas 100% d'impact positif et responsable, ce qui est de toute façon en général difficilement atteignable ou voilà, ou très rare. En tout cas, sur tous les sujets, c'est impossible. Mais au moins sur ces sujets de légitimité et ces sujets qui sont soit universels, soit encore une fois en lien avec son business, se dire, voilà, on engage une démarche, on est en progrès sur ces questions-là et on essaye nous, de nous améliorer, aidez-nous à nous améliorer, et peut-être d'engager la communauté dans cette dynamique-là, quoi, en disant on assume quelque part de ne pas être parfait, mais on essaye de tendre petit à petit vers quelque chose d'un peu plus vertueux. Alors, j'allais reprendre l'exemple de Corian Urpea. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le bon exemple parce qu'évidemment, ils sont dans une situation de crise un peu forte, un peu extrême. Pour autant, d'ici quelques années, s'il y a des actions qui sont mises en place vis-à-vis du statut d'entreprise à mission avec une raison d'être, etc., ça peut être aussi l'occasion de mettre en place des indicateurs et peut-être, pourquoi pas, des indicateurs partagés avec un comité de parties prenantes un peu plus ouvert, qui inclut le grand public, qui inclut des partenaires, qui inclut par exemple voilà, des familles de patients, pour aller mesurer petit à petit comment cet impact se traduit et se met en place, voilà, sans pour autant avoir tout de suite atteint les meilleures possibilités. C'est aussi une réponse qu'on peut apporter. Peut-être en guise de conclusion, hein, je vois qu'on arrive au bout de l'heure. Un petit mapping qui peut peut-être vous aider, alors qu'il n'y a pas forcément vocation à être totalement exhaustif, mais sur les typologies en fait de posture en tant que marque qu'on peut adopter en action ou en réaction par rapport à l'ensemble des sujets sociaux, sociétaux, environnementaux, etc. qu'on a évoqués ensemble. Je vous le montrais tout à l'heure par rapport à la guerre en Ukraine. Soit on est partie prenante, donc c'est l'axe vertical, soit on est très partie prenante par rapport à une cause, soit on est plutôt positionné en tant qu'allié. Et sur l'axe horizontal, qui est le plus important, se dire, est-ce que voilà, je suis dans une posture où plutôt je vais essayer de sensibiliser, de donner de l'information, etc., d'outiller, ou est-ce que je vais encore plus loin et j'essaye de mobiliser, d'engager mes publics, voire de les autonomiser pour qu'ils deviennent eux-mêmes demain engagés. Donc 4 postures par rapport à ça. Une première posture en bas à gauche qui est celle du pédagogue, c'est-à-dire
je suis la Ligue contre le cancer, je suis partie prenante bien sûr dans la lutte contre cette maladie. Je vais essayer de sensibiliser mes publics en ouvrant la conversation. Donc c'est la plateforme que je vous présentais tout à l'heure. Ouvrir la conversation, par exemple, autour de l'élection présidentielle, ouvrir le débat autour de cet enjeu de santé publique, en donnant accès justement à ces savoirs et ces savoir-faire, donc à savoir ces différentes propositions que la Ligue contre le cancer peut faire. Si, à l'inverse, je suis allié déjà à la cause, et que je suis pas forcément partie prenante, c'est le cas d'IKEA par exemple autour de toutes les thématiques connexes que vous présentez Claire tout à l'heure autour de la maison. IKEA est plutôt allié sur tout ce qui concerne les thématiques environnementales ou l'engagement contre les violences conjugales, pas partie prenante, mais il va essayer lui plutôt de veiller la conscience de ses publics, donc avec cette thématique connexe autour de la proposition de valeur, en se disant vraiment voilà, je vais peut-être avoir des publics qui aujourd'hui sont intéressés par tout ce qui concerne la maison, le foyer, mais qui n'ont peut-être pas forcément pensé que quand on parlait foyer, parfois on pouvait parler violence conjugale, parfois on pouvait penser, je sais pas, isolation thermique, des choses comme ça qui font que ça peut aussi ouvrir le spectre et ouvrir le champ des possibles par rapport à la conscience des parties prenantes. Et puis, si on se place dans l'axe un peu plus mobilisateur à droite, deux positions peut être à la façon du centre Hubertine Auclair, très partie prenante, parce qu'on est évidemment plutôt dans le milieu associatif sur les questions des violences, par exemple sexuelles, les questions de l'inceste, et inviter ces publics à se saisir de cet enjeu-là, en allant justement les orienter vers les bons dispositifs pour s'informer, pour agir et pour être demain des relais aussi d'opinion et des relais d'action, par exemple dans les lycées, par exemple dans les centres associatifs, etc. etc. Et si on est dans la forme la plus intense, peut-être la plus extrême de mobilisation en tant qu'allié à la cause, c'est l'exemple de tout à l'heure, l'exemple de Patagonia, où là, on va vraiment être dans une posture activiste qui, je le redis, n'est pas évidemment possible ou faisable pour la plupart des marques, mais qui est intéressante parce que c'est aussi des marques qui vont être très, très challengers sur leur marché et qui vont peut-être pousser aussi tout un secteur à se mobiliser et à évoluer. Patagonia le fait pour évidemment le secteur du prêt-à-porter. Donc, on va être dans une prise de position qui est extrêmement, bien sûr, militante, quitte à mobiliser ces publics pour en faire des acteurs engagés. Voilà à peu près pour les différentes postures que vos marques, vos entreprises peuvent adopter pour réagir face à ces sujets. Je vois dans le chat qu'on nous demande si la présentation PowerPoint sera envoyée. Bien sûr, elle sera envoyée. N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions, même ensuite par mail directement, si vous voulez nous contacter, à vous inscrire à notre newsletter dans laquelle ces sujets aussi sont régulièrement évoqués. Et puis, j'en profite pour, peut-être au nom de toute l'équipe, vous remercier de votre attention, de votre écoute. Et voilà, vous redire si vous avez des questions, bien sûr, on est tous disponibles pour vous répondre. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouveau format Watiné. Alors effectivement, Simon vient de vous partager pour rester branché à l'actualité de l'agence. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter qui vous permet de recevoir en avant-première les invitations notamment. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous.